Je dînais dimanche soir avec un ami à moi, infopreneur dans la finance. Le problème, il n'arrivait pas à convertir assez de prospects en clients. Il me pose une question assez simple. Robin, comment je fais pour doubler mon taux de closing à moi et à mes closers? Et voici exactement ce que je lui ai répondu. Et ce qu'il te faut, c'est 3 principes, aussi simples qu'importants. Alors, prenez des notes, on est parti. Et ce que je vais vous donner, c'est simplement les connaissances de plusieurs milliers d'appels pris, de plusieurs centaines de clients closés pour des accompagnements à quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et avant de transmettre ce que j'ai appris, c'est pas que de la théorie, c'est des choses que j'ai observées chez beaucoup de closers débutants, de closers expérimentés. Et c'est systématiquement ces 3 choses-là qui bloquent. Et le premier principe, c'est celui qui m'a le plus surpris, c'est que en réalité, j'ai été le meilleur closer quand j'ai arrêté de vendre. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, parce que vous êtes sur un appel, l'objectif c'est de signer, c'est de closer. Alors évidemment, vous êtes là pour vendre, non ? En vrai, c'est ce que je croyais, mais je me suis trompé. Voici ce qui se passe pour comprendre dans la tête de votre prospect quand vous essayez activement de push pour essayer de le convaincre et de closer. Tout simplement, il résiste. Pas parce qu'il ne veut pas acheter, mais plutôt parce que personne n'aime avoir l'impression que quelqu'un lui vend quelque chose. Et pourtant, tout le monde adore acheter. Alors, la différence entre un appel qui close et un appel qui ne close pas, souvent elle se joue là. Plus le closer va se rattacher à la vente, plus le prospect va résister. Et contrairement à ce que la plupart des infopreneurs, des closers ou des entreprises pensent, le prix est rarement le problème. L'offre est rarement le problème. À partir du moment où vous avez un pitch qui est décent et un prix qui est globalement dans la moyenne du marché, vous n'avez pas de problématique à ce niveau-là. Dans 95% des cas, la problématique, c'est votre posture ou la posture de vos closers. Et la posture, c'est simplement la manière dont votre closer, votre vendeur, va être perçu par votre futur client. Et la différence, elle est fondamentale, mais j'y reviendrai. Je vous donne un exemple. Il y a 2 façons de démarrer un appel, soit en essayant de convaincre une personne d'acheter chez vous en lui ajoutant toujours plus de fonctionnalités sur le pitch, en tout cas la présentation que vous allez faire, ou un début d'appel curieux, où vous allez comprendre où le prospect en est, où vous allez comprendre ses problématiques et ce qui l'a poussé à prendre rendez-vous avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut paraître banal, énormément de closers pensent que le pitch va les faire closer, alors qu'en réalité, 90% de l'appel, selon moi, se joue en phase de découverte. Un bon diagnostic, de la même manière que votre médecin pourrait faire un diagnostic, vous permettra de gagner la vente dans 90% des cas si vous faites une bonne phase découverte, que vous ayez un bon pitch ou un moyen pitch, et que derrière, vous soyez bon ou pas trop en traitement d'objection. Tant que vous êtes bon en diagnostic, c'est-à-dire que vous ne vous positionnez pas comme un closer, mais plutôt comme un coach, comme un diagnostiqueur, comme un leader, et que la personne sent que vous êtes là plus dans son intérêt que dans votre propre intérêt, c'est-à-dire que la personne sent que vous êtes là pour réellement l'aider et pas juste pour vous aider à gagner plus d'argent. Dans ce cas-là, la personne va s'ouvrir à vous et vous permettra d'avoir plus d'informations, biais de confiance, et donc biais de confiance va permettre de finaliser la vente dans la grande majorité des cas. Et c'est super important parce que le closer qui performe, c'est pas forcément celui qui parle le mieux, c'est celui qui écoute le mieux. C'est celui dont le prospect raccroche, termine l'appel en se disant « Ok, j'ai enfin été compris ». Mais cette posture seule, en réalité, ne suffit pas. Il vous faut aussi une structure. Et c'est là que je pense qu'il y a pas mal de misconceptions dans le milieu de la vente. Le deuxième principe, c'est suivre un script. Et je vous entends déjà. Mais Robin, les bons closers n'ont pas besoin de script, ça fait téléconseiller, ça sonne faux, et je sais, on a recruté beaucoup de closers, j'ai eu beaucoup de closers en appel, qu'on ait bossé avec ou pas, et je sais que la plupart ne veulent pas utiliser de script. Mais il faut avoir une différence entre un script et une structure. J'appelle un script des points que vous allez devoir valider avec une manière de valider ces points pour s'assurer que le verbal et le non-verbal soient cohérents, ce qui vous permettra de ne pas vous faire avoir à la fin de l'appel, comme je vois énormément de closers débutants qui pensent qu'ils peuvent arriver sans avoir un script, avec le torse bombé parce que je sais closer, parce que j'ai regardé 3 vidéos de closing, et qui pensent réellement que sans avoir de script, ils vont réussir à closer parce que je vais connecter avec la personne. Non, il ne suffit pas de connecter. Connecter, c'est un élément très important de la phase
de closing, mais ce n'est pas ce qui va vous faire closer, c'est d'avoir les bons éléments, en plus d'une bonne connexion, pour réussir à rationaliser le bullshit que le prospect va avoir lorsqu'il va vous donner ses peurs, qui vous permettra de le guider vers la meilleure décision, que ce soit d'avancer avec vous ou pas. Les choses étant dites, avoir un script, ça veut pas dire sonner faux. Un closer sans script, ça ne veut pas dire closer sans structure. Les meilleurs closers que j'ai vus, ils ont tous un cadre, ils l'ont tellement intégré que ça ne s'entend plus. Mais le cadre, il est là. Et je pense notamment à Cole Gordon avec les 7 points que vous devez valider. Et surtout, un bon script de closing, ce n'est pas 80% de choses à dire. C'est 80% de bonnes questions à poser. C'est le diagnostic d'un médecin, c'est pas une poésie à réciter ou un texte à lire. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est exactement la posture du principe numéro 1. Et ce n'est pas un hasard. Et pourquoi c'est fondamental, surtout si vous démarrez? Parce que sans structure, votre cerveau gère 2 choses en même temps. L'appel et ce que vous allez devoir dire ensuite. Et votre cerveau est en surcharge. Vous perdez donc 2 choses simultanément. Premièrement, le fil de la conversation, et deuxièmement, votre posture. Pour la simple et bonne raison qu'il est très difficile, surtout au début, d'écouter pleinement la personne et de pouvoir poser la bonne question quand la personne vous a donné des informations. Quand on débute, on a 50 000 questions qu'on essaie de poser. Donc on va bégayer, ou on va essayer de poser 3 questions en une phrase, ou on va poser la mauvaise question. C'est-à-dire, la mauvaise question, c'est pas forcément une question qui est pas intéressante, c'est simplement que ce n'est pas la meilleure question sur laquelle vous devez rebondir. Un bon closer, et c'est fondamental, c'est poser non pas une question, mais la bonne question. Par conséquent, un script, une structure, appelez-la comme vous voulez, ça libère de la bande passante pour votre cerveau. Ça réduit la charge de votre processeur. Et pour écouter vraiment, pour être présent, pour capter ce que le prospect dit, que ce soit en verbal et en non-verbal, et ce qu'il n'a pas encore dit, vous devez avoir une structure. Et concrètement, votre script doit couvrir 4 moments. Une ouverture, un diagnostic, une exploration des problématiques, des enjeux, de pourquoi vous, une présentation de l'offre, un pitch ancré sur ce que le prospect vient de vous dire, rebondissez sur ce qu'il vous a dit, et ensuite traitement d'objection après l'annonce du prix. Et c'est exactement là, juste après l'annonce du prix, que la plupart des closers font une erreur fondamentale. Vous annoncez le prix, et directement après, ce que vous faites, surtout chez les débutants, vous appelez, vous parlez, vous justifiez, vous surajoutez, vous expliquez. Donc voilà, pour ce prix-là, vous avez ceci, vous avez cela, et puis il y a aussi ça, et puis... Ok, en faisant ça, vous envoyez un signal involontaire, un signal de peur. Vous avez peur de votre propre prix, vous avez peur de votre propre offre, alors voici la règle. Une fois le prix annoncé, vous vous taisez. Et c'est le premier qui parle qui va donner la direction. Et si votre prospect dit « c'est beaucoup d'argent », vous savez où il est. S'il dit « ok, comment ça se passe concrètement ?» vous savez qu'il est ailleurs. Et s'il ne dit rien pendant 3, 4, 5, 10 secondes, 30 secondes, laissez-le. Ce silence-là, il va travailler pour vous. Ce que le prospect dit en premier, ou, et surtout, ne vous dit pas, c'est exactement ce qu'il va vous dire, ce qui va vous permettre de savoir quoi faire derrière. Et c'est là qu'intervient le framework que j'ai donné d'ailleurs en notant sur la nappe à mon ami banquier. Et c'est un framework que j'appelle le CVLP. Et ce ne sont pas 4 étapes à dérouler mécaniquement, mais c'est une structure avec 4 boxes que vous allez devoir dérouler dans cet ordre. Un outil diagnostique et votre job après le silence, c'est d'identifier lesquelles de ces 4 boxes sont vraies et laquelle de ces 4 boxes est le frein. Et enfin, ça vous permettra d'y revenir. Premièrement, le C de certitude. Est-ce que votre prospect est certain que votre solution est la bonne solution pour lui? Le signal, c'est pas juste un non, c'est un oui sans conviction. Ne vous fiez pas qu'au verbal. Fiez-vous au non-verbal, un ton plat, des réponses courtes. Il acquiesce, mais quelque chose ne se passe pas. Dans ce cas, inutile d'aller plus loin, on revient en arrière. On revérifie l'adéquation entre ce qu'il vous a dit, ce que vous proposez et ce qu'il vous dit maintenant, et ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et pour valider la certitude, c'est assez simple. Vous avez fait le 0 à 10, et je sais que beaucoup n'aiment pas l'utiliser, mais
s'il vous plaît, utilisez-le, c'est fondamental. Je n'ai jamais eu autant d'informations qu'en une seule question dans tout l'appel. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que vous êtes? Si 0, je veux absolument pas faire ce que vous venez de me présenter, et 10, je suis intéressé. Certains trouvent que ça fait vendeur, oui, parce que, in fine, vous êtes quand même vendeur. Même si vous ne devez pas avoir cette posture, vous êtes vendeur. Et vous allez réutiliser le 10 sur 10 que la personne vous a donné précédemment. Et si la personne n'était pas à 10 sur 10, vous n'auriez jamais dû annoncer le prix. Et poser cette question. Est-ce qu'on est toujours à 10 sur 10 sur le fait que vous ayez envie de le faire et sur le fait qu'on aille chercher ces résultats ensemble? Et la personne, naturellement, doit dire oui. Un grand oui. Pas oui. Non, je veux pas un oui pour me faire plaisir, je veux un réel oui. Et donc, si vous sentez que le verbal n'est pas en cohérence avec le non-verbal, creusez. Deuxièmement, lever de valeur perçue. La question est simple, est-ce qu'il perçoit la valeur à la hauteur du prix que vous venez d'annoncer? Et attention, la valeur perçue et la valeur réelle, ce n'est pas du tout la même chose. Votre offre peut être objectivement parfaite, quasiment excellente, si lui ne le formule pas lui-même, ça ne compte pas. Ce n'est pas vous qui devez lui dire ce que ça vaut, c'est lui qui doit vous dire ce que ça vaut. Parce que c'est lui qui va acheter. Et pour ça, une question extrêmement simple, est-ce que cet investissement te paraît cohérent par rapport aux résultats qu'on va aller chercher? Si vous parlez, par exemple, dans une offre de Make Money, est-ce que tu penses qu'investir 8 000 € pour aller générer 10 à 15 000 € par mois supplémentaires dans ton activité dans les 6 prochains mois pour les 5 à 10 prochaines années te paraît cohérent? Est-ce que investir 700 € par mois dans une offre de coaching pour perdre ces 15 kilos, te permettre d'arriver à ton mariage en forme, d'avoir les meilleurs souvenirs de ta vie, d'éviter les douleurs que tu as dans le bas du dos et de pouvoir te regarder devant la glace, est-ce que ça te paraît cohérent? Et sachez que cette question, vous ne pouvez jamais la poser avant la certitude, parce que si la personne n'est déjà pas sûre qu'elle va avoir les résultats, la valeur perçue ne servira à rien, parce que la personne ne peut pas mesurer la valeur de quelque chose si elle n'est pas sûre d'en obtenir les résultats. C'est comme si je te demandais, est-ce que acheter une voiture à 10 000 € te paraît cohérent? Oui, effectivement, 10 000 € c'est un bon prix pour une voiture. Sauf que si tu as 30% de chance d'avoir la voiture, oui, là, c'est totalement différent. Donc, la personne doit être sûre à 100% qu'elle ait ses résultats pour ensuite passer à la valeur perçue. On passe maintenant au troisième point, le L de logistique. La logistique financière. Et ici, le frein, il est plutôt pratique, rationnel, surtout pas émotionnel. Le prospect veut, il est convaincu, mais il ne sait simplement pas comment organiser le financement. C'est pas un non, c'est simplement un comment on peut démarrer. Alors, c'est exactement à ce moment-là qu'on va explorer les options, calmement, sans pression, et on va clarifier ce qu'il est possible de faire. À condition, effectivement, que le prospect soit sûr d'aller chercher ses résultats, et l'investissement que vous lui demandez soit cohérent avec les résultats qu'il va obtenir, pour lesquels il est sûr d'aller chercher ses résultats. Parce que de la logistique financière, si en réalité le prospect a juste peur de démarrer avec vous, et simplement pas certain d'avoir ses résultats, ou que ça lui paraît beaucoup trop cher par rapport aux résultats qu'il va aller chercher, vous pourriez brader votre prix, vous pourriez faire un paiement en 35 fois, ça ne passera toujours pas. Et pour la logistique financière, c'est simplement ok. Donc tu as envie de démarrer avec nous, tu sais qu'on est les bonnes personnes pour t'accompagner, ça te paraît cohérent cet investissement par rapport aux résultats qu'on va aller chercher. Ce qui nous bloque, c'est simplement comment est-ce qu'on fait financièrement pour aller démarrer ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Et ensuite, un petit mécanisme pour justement réussir à s'assurer que la personne va vraiment appliquer ce que vous allez lui dire de faire. 3-4 questions à poser. Je pourrais en faire une vidéo, mettez-le moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez validé ces points, on peut essayer de trouver une solution financière. Mais n'essayez pas de sauter sur les solutions financières au premier plan. Toujours, on prend de la distance avec les finances parce qu'on est détaché de la vente. Point numéro 1. Fondamental ce point. Et le quatrième point, c'est la peur. Et c'est souvent le vrai frein. Et c'est presque toujours le dernier à apparaître parce que personne ne le formule réellement, le formule spontanément. La peur d'échouer encore, la peur de se tromper de solution, la peur du regard des autres si ça ne marche pas, ou peut-être le compagnon, peut-être le conjoint, peut-être la famille,
Pensez peut-être que ce n'est pas votre rôle d'aller là, mais si vous ne nommez pas ce qui bloque vraiment, si vous ne mettez pas le doigt exactement sur ce qui bloque, bien l'appel se termine sur un « je vais réfléchir », sur « j'en parle à mon mari, promis je te rappelle dans 48 heures » et tu sais exactement ce que ça veut dire. Donc une fois que vous vous êtes assuré que la certitude était là, que la valeur perçue était là aussi et que au niveau logistique, on sait que c'est possible de pouvoir démarrer parce qu'en phase de découverte, vous avez eu la data financière et que si vous avez dit par exemple qu'il avait 3 000 ou 5 000 ou 10 000 euros de côté et que là vous lui dites on peut partir aujourd'hui avec 2 000 euros et le reste est autofinancé avec les résultats qu'on va aller chercher, si aujourd'hui il n'est pas capable de démarrer, c'est pas un problème de logistique financière, c'est pas un problème de valeur perçue ni de certitude, c'est un problème de peur. Et à vous d'identifier la peur. Est-ce que c'est une peur sur le fait que ça ne marche pas? Une peur sur le fait que tu ne sois pas capable, tu ne te sens pas capable d'aller chercher ces résultats? Une peur sur notre capacité à t'amener ces résultats? Et donc ça ramène un peu à la certitude. Et donc vous comprenez exactement ce qui fait que votre prospect, une fois que vous avez annoncé le prix, n'achète pas. Et deux erreurs assez communes que je vois, c'est quand le prospect dit ok, après l'annonce du prix, ok, j'ai pas le budget. Les erreurs, c'est souvent d'aller directement sur la logistique financière avant de valider la valeur perçue, la certitude, parce que on va directement à la problématique, à l'essentiel, parce qu'on est rattaché à la vente et qu'on veut closer le plus rapidement possible. Et que finalement, c'est pas un problème de budget, mais c'est plutôt un problème de certitude ou un problème de peur. Et donc, si vous ne traitez pas méthodiquement ces 4 points, vous risqueriez de passer à côté de la vraie problématique, ce qui ne vous permettrait pas d'isoler le vrai problème, le vrai frein. Et donc, il suffit de poser une seule question dans ce cas-là. Si on met de côté la question financière, mais si on met de côté 2 minutes, est-ce que tu es convaincu que c'est la bonne méthode pour toi? Et donc, au lieu de directement partir sur la logistique financière, on va faire quand même une petite boucle sur la certitude. Et si la réponse est un oui franc, alors on va pouvoir passer sur de la logistique une fois qu'on a validé la certitude. Et si la réponse est hésitante, alors dans ce cas-là, c'est soit un problème de valeur perçue, soit un problème de peur. Donc vous bouclez rapidement sur les 4 points et ensuite vous allez directement adresser ce qui bloque réellement. Le deuxième point, c'est un gros silence. Après l'annonce du prix, votre prospect vous dit rien, ou un petit « je vais y réfléchir » sans vraiment expliquer pourquoi. Oh, ok, bon, c'est intéressant, j'y réfléchis, je te rappelle. Et c'est presque toujours un problème de peur, et la façon de l'ouvrir et de nommer ce qui n'a pas été dit, c'est ok Michel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu m'as pas encore dit. Qu'est-ce qui te retient vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir un grand oui aujourd'hui? Et une fois que tu poses cette question et que vous ne remplissez pas ce silence qui suit, c'est souvent là que l'appel va réussir à basculer. Parce qu'encore une fois, vous ne sautez pas sur la première problématique principale, mais vous identifiez toujours de manière méthodique ce qui va bloquer en validant les points précédents. Donc voilà exactement les 3 principes que j'ai donnés à mon ami banquier ce soir-là, dans l'ordre: la posture d'aide, la structure de question et le diagnostic du CVLP. Ce ne sont pas des principes bateau, c'est simplement des bases que j'aimerais que tous les closers puissent maîtriser. Et si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai vu beaucoup trop de closers manquer ces points, qui plafonnent et qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils plafonnent, qui finissent par abandonner ou qui finissent par avoir des résultats super irréguliers. Alors, si vous êtes closer, vous avez une entreprise, notez ces points noir sur blanc et la prochaine fois que vous aurez un problème de vente, ne vous posez pas la question est-ce que je connais ces principes? La question c'est plutôt lequel de ces 3 principes est-il manquant? Et quasiment sur tous les appels que je review, ou tous les appels que je review pour mon équipe ou pour moi-même, quand il y a un appel qui n'est pas closé et qu'on ne comprend pas réellement le problème, souvent c'est soit un problème de posture, c'est-à-dire qu'on est trop rattaché à la vente, soit c'est un problème de structure lié à votre manière de dérouler soit le script, soit de gérer les objections post-annonce du prix. Donc, assez simple, ne vous tracassez pas trop. Quand vous ne closez pas, posez-vous simplement la question. Est-ce que je me suis rattaché à la vente? Est-ce que j'ai été salesy? Est-ce que j'ai mené une bonne phase de découverte en posant la bonne question, les bonnes questions et pas simplement des questions? Est-ce que j'ai eu une attitude curieuse plutôt qu'une attitude rattachée à la vente? Et enfin, est-ce que j'ai suivi la structure du SVLP à la lettre? Et vous verrez que dans 90% des cas, vous aurez manqué un de ces points. Et si cette vidéo a pu vous aider, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres, mettez un commentaire, ça peut m'aider pour le référencement. C'était Robin, à votre succès. Bye.